Bienvenue chez les nous! Aujourd'hui, on va avoir un épisode super spécial. Est-ce que vous savez pourquoi c'est super spécial? Aujourd'hui, on a un super invité. Hey, salut Laurent, comment ça va? Ça va bien, toi, Dominique? Ouais, super. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle c'est un épisode très spécial. Pourquoi donc, Laurent? Parce que c'est le 100e épisode du podcast des nous. Ouh! Ouh! Ça fait un bout de temps que le podcast roule, mon Laurent. Ouais. Puis justement, pour célébrer ça, on va parler un petit peu de l'histoire du podcast des nous. On va parler aussi un peu de d'autres sujets que l'histoire du podcast des nous. De quoi vas-tu donc nous parler aujourd'hui, Dominique? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du documentaire Les Perdants de Jenny Cartwright. Ah, C'est un documentaire que toi et moi avons vu dans le cadre des rendez-vous du cinéma québécois, oui, dans le super cinéma de l'Université Concordia, au oui, Sir George William oui, Building. c'est quand même une belle salle et c'est un endroit où ils font des belles projections de films et c'est bien de regarder des films québécois et d'encourager notre cinéma. Donc, nous avions été invités par l'ONF, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Donc, donc c'est ça. Oui, et aussi, je vais parler de deux sujets qui sont liés. Je vais parler du film Oppenheimer et de la mini-série Tchernobyl, qui ont tous deux un sujet commun en lien avec un certain atome. Hmm. Super, ça. Donc, le podcast des nous. Avant le podcast des nous, j'avais une chaîne YouTube. C'est d'ailleurs la même chaîne sur laquelle sont uploadées les vidéos du podcast des nous. Et j'utilisais cette chaîne-là pour faire des petites vidéos de déconnade, des genres de sketchs humoristiques, de la niaiserie. Mais justement, c'était une autre époque. YouTube, dans ce temps-là, ce qu'il y avait dessus, c'était surtout des vidéoclips, des trailers de films, des vidéos de chats, des... et des sketchs délirants. Je suis l'homme invisible, et on ne me voit pas, car je suis invisible. Ouh. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous venez de voir une production de la société Sando Basilens El Grande Productions.
Hélas, cette société semble éprouver de sérieux problèmes de personnel. En effet, nous voyons continuellement les mêmes acteurs revenir d'un film à l'autre, et cela dans plusieurs rôles dans un même film. C'est infiniment triste, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Ah, c'est que je suis allé voir les mêmes maudites viols tout le temps. Oh, ça n'a pas d'allure, ce film-là, comment c'est pourri. Maudite bande de niaiseux. C'est plus... Non. C'est bien fun, là, je veux pas rien que ça faire, là, moi, rendez-vous. Ouais. Hein? Là, ils sont pas tout seuls, là. Je vais avoir l'air d'un épais. Bonjour, je suis l'homme invisible. On ne peut pas me voir car je suis invisible. Depuis quelque temps, il y a eu plusieurs films à mon sujet. Je suis devenu un sujet de moquerie. On rit de moi. Je dois rétablir mon honneur. Oh, on a mangé. Ah, c'est là qu'était ma casquette. Ah, qu'est-ce que je peux regarder? Où c'est qu'il est passé le disque, ici? Vous êtes Jig Psycho? Nous aussi! Brace! Je me dissocie de ce film. Ouais, il n'y a pas juste des jigs sur le brain. Et après cela, on a eu, lors de nos discussions passionnées qui n'ont rien à voir avec YouTube ni avec le podcast, on s'est amusé à s'inventer comme étant un duo d'humoristes. Tout à fait, Laurent. Puis t'avais trouvé un nom super génial à ce duo de Dominique. Dominique, tu avais trouvé un nom absolument génial à ce duo d'humoristes. Est-ce que tu te souviens de ton idée géniale de nom pour le duo humoristique? Les nous! Oui, les nous! Puis
Puis, à un moment donné, on a fait une vidéo par rapport aux niaiseries qu'on faisait dans ce temps-là, où on faisait un peu un pot pourri de nos blagues délirantes et peut-être pas très brillantes ou qui pourraient choquer certains gens. C'est pour ça que cette vidéo-là est toujours sur YouTube, mais elle est cachée. Salut! Salut! Les amis, nous sommes les Noobs! Je suis Laurent! Et moi, donc, Dominique. Nous sommes vos hôtes. Nous allons vous efforcer de non seulement vous faire rire, mais de vous apprendre à rire à gorge déployée. Et à déployer sa gorge. Alors, le truc, mes chers amis, c'est... Prenez-vous un ami, d'abord. Déployez-vous un dimanche soir où vous n'avez rien à faire. Et regardez votre ami dans les yeux, sérieusement bien sûr, et ensuite, tentez de ne pas rire. Mais évidemment, l'exercice est trop difficile, et à un certain moment... Nous devenons subitement débiles. Et voilà, c'est le moyen pour rire. Je pense vraiment que la poudre que nous avons prise, Laurent, était de bonne qualité. Mais nous ne prenons pas de poudre, nous sommes comme ça, à l'année longue! À l'état de nature, naturellement, nous sommes un peu fous. Juste un peu? Juste un peu. Comme il fait tout. Alors, mes petits amis, Oui, nos Moi. petits amis. moi Dominique, et toi Laurent, Oui, moi Laurent, et toi Dominique. avons fait un bon travail aujourd'hui. Un très bon travail. Remercions-nous. Nous. Nous. Les nous. Nous. Coupez. Ça a été fort, hein? Et après ça, on a fait d'autres vidéos délirantes dans le style, avec cet humour ridicule, et où on se permettait un peu tout. Je pense qu'il y a un ami, un de tes amis qui trouvait que ta santé mentale s'était dégradée. Ah, ma santé mentale va très bien. Depuis- La preuve, 1 plus 1 égale 2. Wow! Tu me convaincs. Bonjour, nous sommes les nous. Voici l'arrivée de l'été. Aujourd'hui, on va vous faire un petit reportage. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, que faites-vous dans cette journée d'été extraordinaire? J'en profite pour courir après quelqu'un. Mon Dieu, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Vous, qu'est-ce que vous faites durant l'été, monsieur? Ben, plutôt durant cette journée d'été. Ben, je vérifie comment ça va. Impeccable. Impeccable. Ça veut dire que vous y aviez mis beaucoup de cœur pour ramasser ces déchets. Ah, je vais encore les laisser là un peu de temps pour le laisser fermenter un peu. Là.
Ouais. Oui, allô, monsieur. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites en cette journée d'été? Ben, je profite du beau temps pour m'aérer un peu. Ah, intéressant. Vous faites ça toute la journée? Toute la journée. Ah bon? Toi, qu'est-ce que tu fais durant l'été? En cette journée d'été, super cool. Ben, je te filme, câlisse! Monsieur, oui. Qu'est-ce que vous faites en cette belle journée d'été où il fait chaud avec le soleil? Ben écoutez, moi je suis un très grand sportif, puis écoutez, moi le soleil j'aime ça beaucoup, puis ça me permet de jouer à mon sport favori. C'est comme un dérivé du ballon-ballet, mais ça s'appelle la balle-ballet, bouteille de Pepsi. Ça ressemble à quelque chose comme ça, regardez, c'est comme un peu le craquet, vous placez ici, puis là vous essayez d'envoyer la balle dans la bouteille. Ah, j'ai raté. Là, il faut que j'aille. Mais il faut que j'y repasse le plus rapidement possible. Oh yeah! Oh, mais bravo! Et en plus, c'est tellement bon pour l'environnement. C'est du recyclage, yo! Environnement! Wow! C'est ça que j'avais pensé, puis écoutez, je pense que c'est du recyclage d'abord, puis ça gonfle un peu ma conscience écolo. Puis vous voyez, des fois aussi, je peux mettre de l'avant une marque que j'aime beaucoup, Pepsi, vous voyez. Hey Laurent, sais-tu quoi? Quoi? J'ai trouvé une annonce pour travailler à Ottawa, pour NPD. Ah oui, Ah ouais, juste ça. Ouais, moi aussi je vois ça, il annonce que le NPD cherche du monde. Hey, c'est pas mal, hein? Est-ce qu'on applique? Ça dépend, ça rapporte de l'argent? Ah, juste 47 000 $. Ah, c'est pas pire. On fout rien. C'est le fun de se pratiquer pour quand on va être en plein exercice de nos pouvoirs à Ottawa. Ouais. C'est pas facile, là, être député ou adjoint au député. Bonjour, monsieur Dominique. Alors, comme cela, vous vous préparez à être politicien à Ottawa? Bien sûr, monsieur Laurent. Et avec plaisir, je servirai et j'aiderai ma population dans... Non, mais j'aiderai toujours ma population et je tenterai de les représenter. Et comment les représenterez-vous? D'abord, ce que je vais faire, c'est me rendre à Ottawa et avec plaisir, je rencontrerai mes homologues et nous travaillerons pour faire avancer les projets de ma circonscription. Salut les amis, nous sommes nous. Est-ce que tu te souviens de certains de ces délires-là? C'est quand même un peu loin, Laurent. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, on a fait quelques sketchs, quelques vidéos sur ce sujet, mais il y en a un qui était particulièrement marquant. Ah oui? Dont c'est toi qui avais d'ailleurs écrit le texte. Ah ouais? On avait fait un rap. Oh, le rap. C'est Ouais. vrai, ça, le rap des nous. Oui. Le gangsta rap des nous! Nous! Il y a des gens qui crèvent d'ennui. Ils se sentent coincés dans leur périphérie. Alors que d'autres croient avoir trouvé le centre du monde. Ils crèvent d'ennui dans leur cité moribonde.
Alors que liberté rime avec rue, des gens y rament, donne merde de cam. Et qu'est-ce que je fais, tu fais, il fait. On s'en balance, on marche et on passe. Ce qu'on veut, c'est perdre la vue et la retrouver, mais pour voir un beau cul. C'est le gangsta rap des nous. Le camion de deux jeux. Ça a bien fucké. Le pire, c'est que ça veut. On a l'air à avoir de la pathétique. Parce qu'on fait pas partie de ta clé. Mais tu sais quoi, on s'en calait. Tu capiches. Tu me trouves peut-être un peu creux. Bien mon homme, t'as rien vu ou entendu. Mon modèle c'est Franca. Lucien le tabarnak, je veux. Il est trop hot. C'est gang, ça rappelle des nous. La camion de deux jeux. Ça doit bien fucker. Et le pire c'est que ça l'est. On peut avoir de la pathétique. Parce qu'on fait pas partie de ta clique. Mais tu sais qu'on s'en calique. Scapiche. Si tu essaies de trouver un meaning à notre tune, ben dis-toi qu'avec quelques grammes, ça devrait faire. Et sinon, si tu as 2 grammes de jugeote, tu vas voir, on est comme Janotte, on parle et on parle. C'est gangsta rap des nous. La communion de deux jeux. Ça doit bien fucker. Et le pire, c'est que ça l'est. On peut avoir de l'air pathétique. Parce qu'on fait pas partie de ta clique. Ben tu sais quoi? On s'en calait. Scapiche. Ah ouais, c'est... Nous! Suprématie des nous! Casse, je te casse, on te casse, je te casse, nous nous cassons! Bébé casse, je te casse, je te casse, on casse, je te casse, on casse! Ok. On fait-tu quelque chose? C'était ça le but, là. J'ai pas ma guimbarde. Ciao! Ciao les amis! À la prochaine! Avec les Et bon, on s'est amusé pendant un temps à faire ça. On a fait un certain nombre de vidéos. Je me rappelle plus exactement combien. Peut-être une 12aine. Donc, c'est cela. Et des années plus tard, j'ai connu sur Internet l'existence de quelque chose dont je ne connaissais pas. L'existence des podcasts. J'ai trouvé ça super cool. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, ça serait le fun qu'on fasse un podcast. Donc, on s'est mis à podcaster. Tout à fait. Après quelques épisodes, j'ai continué tout seul. Puis, entre-temps, je suis tombé sur le fait que YouTube a changé. Maintenant, ce sont des... Il y a beaucoup de YouTubeurs ou d'influenceurs, ou peu importe comment on les appelle, qui offrent du contenu qui peut être tout à fait stupide, mais qui peut être aussi de l'information intéressante, et qui peut même être du podcast en vidéo. Et éventuellement, je me suis dit, hey, le podcast des nous, il pourrait être en vidéo, maman. Mais, puisque je suis un peu bizarre dans ma tête, avant plutôt que de simplement remplacer mes épisodes vidéo, mes épisodes audio par de nouveaux épisodes vidéo, j'ai décidé de faire des versions vidéo de tous mes épisodes audio précédents, ce qui m'a pris du temps. J'imagine. Hein?
Et voilà, maintenant, le podcast des nous est rendu à son 100e épisode. Oh yeah! Baby. Yeah! Donc, voilà pour la petite histoire du podcast des nous, pour ceux qui regardent la version vidéo, il y aura des petits extraits vidéo. Donc, maintenant, on devrait passer à autre chose, à un certain documentaire. Ouais, c'est ça. On pourrait parler des perdants de Jenny Cartwright, comme je t'ai dit tantôt, Laurent. Oui. Donc, j'ai essayé de trouver des mots-clés pour parler du documentaire. Je vais vous sortir peut-être 4 mots-clés, un peu peut-être dans le désordre, mais c'est ce qui me semble les mots, les clés les plus importants. Donc, il y avait le mot « moule ». Moule. Moule. Dans le sens où, dans le documentaire, on parle beaucoup de la démocratie au Québec. Puis, il y avait une invitée qui était très intéressante. Catherine Dorion. C'est une personne qui est venue nous parler de sa vie comme députée. OK. Et elle a eu beaucoup de problèmes parce qu'elle tentait d'être elle-même. Donc, de porter des vêtements qui lui plaisaient. Elle n'était pas nécessairement habillée avec des vêtements tailleurs et tout le kit. Oui. Donc, on a comme ciblé cette personne-là. Puis, c'est le signe qu'en fait, on ne peut pas être tellement soi-même à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu te rappelles de ce bout-là? Oui, je me rappelle de ce bout-là. Mais je crois que pour ne pas perdre nos auditeurs, ça serait bien de commencer par dire quel était le sujet du documentaire. Ah ouais, c'est ça, ça pourrait être important. Donc, en fin de compte, est-ce que tu peux me rappeler, toi, est-ce que tu te rappelles? Oui, en fait, le sujet, c'est autour de la démocratie, effectivement. Et en fait, c'est pas uniquement ça que le documentaire fait, mais une grande partie de ce qu'il fait, c'est suivre la campagne ou... La campagne électorale de... Puis, il y a 2 ou 3 personnes qui se sont présentées. Oui, c'est ça, des personnes qui se sont présentées en indépendant, ce qui fait qu'ils ont absolument aucune chance de gagner les élections, mais ils se présentent quand même pour présenter leurs idées, pour les mettre de l'avant, pour les faire voir et faire peut-être évoluer la démocratie. En même temps, le film parle beaucoup aussi du fait que la façon dont la démocratie se fait ici n'est pas tant démocratique. C'est pas tout à fait représentatif. Il y a justement le problème de la représentativité qui... c'est pas au pourcentage qu'on décide d'un gouvernement, là. C'est ça, on parlait un peu des modes de scrutin qui n'étaient pas nécessairement... qui reflétaient pas une idée démocratique. Donc, il y avait l'idée du système électoral qui dit que quand une personne a plus de voix que l'autre, mais... Non, c'est pas ça, hein? Non, je veux dire, le système oui, c'est ça. En fait, le système, ordinaire, ouais. La façon dont il est fait, c'est pas le nombre de votes, c'est le nombre de représentants qui dépend des comtés, comment ils sont organisés, quand ils représentent telle ou telle région. Comparativement à un mode de scrutin proportionnel, où là, on va vraiment chercher le pourcentage de votes que la personne a reçu, qu'un parti aurait reçu. Et justement, par rapport aux moules, une question qui est aussi importante dans le documentaire, c'est le fait que les partis sont un peu formatés. Il n'y a pas vraiment de grandes différences, de grands débats, d'idées différentes, de manières différentes de faire les choses. Mais moi, ce que je voyais aussi comme moule, c'est plus au niveau individuel, où chacun doit se rallier au chef. Oui. Et ne pas... Ils ne peuvent pas avoir vraiment leur propre couleur et
aller à l'encontre du parti du chef. Oui, effectivement. Donc, elle, Catherine Dorion, elle a été happée par ça. Oui. Puis, quand j'ai fait mes recherches tantôt par rapport à elle, j'ai été étonné de voir à quel point elle avait tout un CV, tout un curriculum vitae. Donc, on a oublié complètement ses capacités, ses compétences pour un peu sa façon de se présenter, de s'habiller, de parler durant la période des questions, tout ça. Oui, c'est quelque chose qu'elle dit dans le documentaire, qui ont reproché comment elle s'habillait, qu'il fallait pas qu'elle s'habille comme ça dans la salle. Je pense aussi qu'elle avait tendance à sacrer ou... Ça, je suis pas sûr, là, je me rappelle plus tout à fait, mais... Ça se pourrait. Bon, elle avait peut-être un langage un peu trop coloré. Oui, c'est effectivement. Mais c'est ça, Catherine Dorion, c'est quand même, je pense, un cerveau, là. Elle a déjà... c'est ça, elle a étudié à un niveau supérieur quand même intéressant. Ouais, d'ailleurs, justement, ça, c'est un point qui était abordé dans le documentaire. C'est que les gens qui se présentent, c'est surtout des avocats, des médecins. Il n'y a pas tellement de gens du peuple, des ouvriers ou des... C'est ça, ça vient chercher un peu un hashtag que j'ai noté, là, un mot-clé, qui est le mot diversité. Oui. Donc, c'est en plein ce que tu parles de toi, dans le sens où, dans le documentaire, on disait que la plupart des ministres, c'était des gens qui avaient beaucoup d'argent, des carrières, des biens en capital. Donc, on se demande s'il y a une vraie diversité au niveau de la population. Effectivement. Au niveau de la population, je veux dire au niveau des classes sociales, des tranches des tranches de classes sociales qui sont représentées, mais aussi de la diversité au niveau pas racial, mais ethnique. Là. Oui. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être quelques personnes d'ethnicité différentes, mais pas suffisamment. Oui, effectivement, c'est pas représentatif de toute la multiculturalité. Le côté interculturel, peut-être. Oui. Parce qu'ici, on est au Québec, là. Oui. Dis pas multiculturel parce que tu vas te faire lancer des tomates. Oui, mais le Québec, malheureusement ou heureusement, dépendant des individus, ça fait partie du Canada et actuellement, il faut être fier d'être Canadien pour, en cette période difficile avec entre notre pays et notre pays voisin. Ouais. Sinon, ce que j'ai aimé aussi, c'est la question de l'abstention. D'ailleurs, il y avait une personne qui avait lancé son parti qui était un peu imaginaire, là, mais pas dans le sens où il n'existait pas ce parti-là, mais c'était le Parti nul. Oui, le Parti nul. Le Parti nul qui voulait représenter en fin de compte toutes les personnes qui s'abstenaient. Oui, c'est ça. En fait, son but, c'est que le but de son action, en fait, ça serait que on ait l'option d'avoir comme choix électoral de s'abstenir sans que ça vienne comme quelqu'un qui n'a pas voté. Parce que si vous votez, vous abstenez, c'est comme si vous ne votez pas. Mais vous êtes compté en tant qu'électeur qui rapporte de l'argent aux différents partis. C'est ça. On a vu que les 5 grands partis, Parti conservateur, le Parti... le Québec solidaire, Parti libéral, Parti québécois, la CAQ, c'est eux qui font beaucoup d'argent, qui reçoivent beaucoup d'argent. Ouais. Les autres partis un peu plus indépendants et un peu ésotériques, si on veut des fois, ne reçoivent pas beaucoup d'attention ou ils n'ont pas les moyens de s'afficher sur l'espace public. Non, effectivement. Ou dans les débats. Ouais. Donc, on a 5 partis qui se présentent au débat, mais il y a une pluralité d'autres partis qui ne sont pas représentés. Oui, il y a peut-être certains de ces partis-là qui ont des idées un peu étranges, surréalistes, mais il y en a qui ont des idées intéressantes, qui débattent de fond, comme
ceux qu'on a pu voir dans le documentaire, malgré la présence d'un parti culinaire, si je me souviens bien. Le Parti culinaire du Québec. Oui, ça semble farfelu, mais en fait, c'est réfléchi. C'est pas juste le fait de faire de la bonne bouffe. C'est l'idée, qui est une grande idée derrière ça, c'est d'acheter des aliments d'ici pour faire nos repas. C'est l'achat local, en quelque sorte. Ouais. Sinon, comme dernier... Ah non, je voulais juste revenir aussi au niveau de l'abstention. Oui. Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi, c'est qu'en fin de compte, plus on est pauvre, moins on vote. Ouais. Moins on se présente aux urnes pour élire la personne qui nous représenterait le mieux. Donc, je pense qu'il y avait à peu près 60% des gens qui ont 20 000 $ et moins qui ne vont pas voter. Oui, puis c'est vraiment important de voter, même si dans l'absolu, on pourrait voter pour l'abstention. Ça serait bien, ça, mais le truc, c'est que si vous votez pas, ça va être comptabilisé dans l'argent que récupèrent les partis. Donc, ça l'aide les partis que vous aimez pas en n'allant pas voter. Et votre voix n'est pas représentée. Et ça rend plus fort ceux que vous aimez pas. Voilà. Sinon, comme dernier mot-clé, hashtag que j'ai écrit, c'est j'ai appris ça un peu, je connaissais pas ça, le taux de distorsion. Tu t'en rappelles, là? Oui. Oui. Dans le fond, je pense que c'est par rapport au nombre de voix. Est-ce que c'est ça, ça veut dire? Oui, en fait, c'est dans le sens où... En fait, ça comptabilise plusieurs facteurs dont je me souviens pas précisément, mais c'est la façon dont la démocratie est faite dans le pays, d'un pays à l'autre, à quel point le résultat représente ce que les gens ont voté. S'il y a une forte distorsion, c'est parce que ça représente très mal, alors que si la distorsion est faible, ça le représente mieux. Et notre gouvernement, au Québec, au Canada, on est peut-être pas les pires du monde, mais on n'est pas les meilleurs. Tout à fait. Donc, c'était vraiment les mots-clés qui me semblaient les plus importants. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Laurent? Ben, je dois avouer que c'est un documentaire qui était vraiment très intéressant. C'est un sujet dont on parle pas assez. Généralement, quand on parle de politique, on parle pour chialer de tel ou tel gouvernement ou aux élections, dire « Ah, moi, je suis pour ce parti-là » ou « Je suis contre ce parti-là » ou peu importe. Mais on parle pas vraiment de... on parle pas très souvent, de façon constructive du moins, de la représentativité des votes. Et on parle à peu près pas des partis indépendants et de la diversité des gens. Et de... C'est ça, quand les partis disent de voter, pour eux, c'est juste la cassette pour dire « Ah, allez voter, c'est important », mais ça change pas grand-chose pour eux, le nombre de personnes qui vont voter. Donc, de mon côté, c'était un documentaire qui m'a plu quand même. Oui, c'était intéressant. Je dirais que je donnerais un 6 sur 10 parce que je trouvais que le documentaire était un peu long. Je pense qu'on aurait pu couper un peu. Oui, effectivement. Bon, j'ai rien contre c'est ça, donc... non, c'est ça, je pense qu'on aurait pu couper un peu. Ouais. Peut-être un 20-30 minutes. Je pense que ça a duré à peu près 90 minutes. Ce qui me semble beaucoup quand même pour un documentaire. Ouais, habituellement, les documentaires qu'on voit à la télévision, c'est quand même beaucoup moins que ça, j'imagine. Oui, effectivement. Peut-être dans les 50 minutes. Effectivement, c'était peut-être un peu long. Ça aurait peut-être mieux marché, été mieux 1 heure que 1h30. Mais c'était quand même un excellent documentaire, très intéressant, très pertinent, et que je vous recommande chaudement de regarder. D'ailleurs, bon,
je me souviens pas la date de sortie dans les salles du générique à travers le Canada, à travers le Québec. Mais mais si c'est pas déjà passé, il va y avoir une sortie en salle. Et connaissant l'ONF, il y a de fortes chances qu'éventuellement, il soit possible de voir ce documentaire-là gratuitement sur leur site Internet ou sur leur application. OK. D'ailleurs, je vous recommande chaudement d'aller sur le site Internet ou l'application de l'ONF. Il y a plein de choses intéressantes, plein de documentaires, plein de films d'animation, plein de choses. OK. C'est intéressant. Donc, Je pense maintenant que tu veux nous parler de quelques films. Oui, deux films et une série. Je vais vous parler d'un film et d'une mini-série. Donc, le film, c'est Oppenheimer et la mini-série Tchernobyl. Donc, c'est un film et une série qui me donne l'impression d'avoir une certaine forme de continuité, peut-être indirecte, mais tout de même que j'ai décidé de regarder l'un après l'autre en quelques jours, en retard sur tout le monde. Non, je n'ai pas décidé d'y associer le film de Barbie, que je dois avouer, je ne suis même pas curieux de voir. Le même sur ce film de Barbie et Oppenheimer associés ensemble ne m'a jamais tellement fait rire. Je vais donc commencer par le film Oppenheimer. Est-ce que tu connais Robert Oppenheimer? Je connais vaguement. Là, est-ce que ça serait un cerveau qui aurait quitté l'Europe pour travailler sur la bombe atomique? Oui, c'est pas mal ça. Avec les autres oui. Du projet Truman? Projet Manhattan. Ah, Manhattan, c'est ça. Donc, je vais tout d'abord dire une première évidence. Oppenheimer, incroyable, c'est un film biographique sur Robert Oppenheimer. Ah ouais. Donc, le film tourne bien sûr autour du développement de la bombe atomique dans le cadre du projet Manhattan, mais pas uniquement, pas spécifiquement. Si on veut voir une œuvre qui fait un tour beaucoup plus complet du sujet de l'invention de la bombe atomique, je recommande chaudement la bande dessinée La Bombe de Alcante, Bollé et Denis Rodier, dont j'ai déjà parlé dans l'épisode 58 du podcast des Nous. Les deux œuvres sont très différentes, La Bombe et Oppenheimer, mais sans doute assez complémentaires. Si Oppenheimer est bien sûr un personnage notable de la bande dessinée, il me semble qu'on ne le voit pas tant que ça, l'ouvrage s'attardant à une tonne de personnages et de situations, et qui plus est, si vraiment il y a un personnage principal dans la bande dessinée, ce serait plutôt Léo Szilard, concepteur de la réaction nucléaire en chaîne, l'un des initiateurs du projet Manhattan et opposant de l'utilisation militaire de l'arme atomique, personnage historique que l'on voit à peine dans le film Oppenheimer. D'ailleurs, le film se penche très peu sur Hiroshima et Nagasaki. C'est mentionné. Est-ce qu'il y a une raison particulière, alors? C'est parce que c'est pas le sujet. Le sujet du film, c'est Oppenheimer. C'est Oppenheimer, ok. Donc, c'est vraiment par rapport au développement aux États-Unis. Ben, c'est un film biographique sur Oppenheimer. Ah, ok. Donc, les événements à Hiroshima et Nagasaki. Les événements à Hiroshima et Nagasaki, c'est mentionné. On voit un extrait d'un film d'archives sur les effets ultérieurs. Je préviens pour les âmes sensibles, mais on ne voit jamais le bombardement, choix tout à fait logique pour un film biographique, Oppenheimer n'ayant pas assisté à ces bombes atomiques lâchées au Japon. Mais il est intéressant de mieux appréhender le personnage d'Oppenheimer. On se concentre bien sûr beaucoup sur le développement de la bombe, principalement de son point de vue. On s'attarde aussi un peu sur sa vie personnelle. On voit un peu sa vie avant qu'il intègre le projet Manhattan. Surtout, on s'intéresse pas mal à ce qui lui est arrivé après. Surtout son audition de sécurité en avril 1954, un genre de faux procès à l'issue prédéterminée pour lui retirer son habilitation de sécurité
pour conserver son poste et surtout pour détruire sa réputation. Tout cela est intéressant, nous permet de mieux appréhender l'homme, sa situation, le contexte avec beaucoup de subtilité. Certains trouveront peut-être que le film est trop long, surtout qu'il dure encore une bonne heure après le test de la bombe atomique, mais cette heure m'a semblé captivante, se penchant sur ce qui était déjà évoqué plus tôt dans le film, le fameux procès qui n'en est pas un, mais qui fut accablant pour l'homme. En passant, le film dure à peu près 3 heures, si je me souviens bien. OK, c'est quand même... faut avoir un bon coussin. Oui. Oui, je me permets de spoiler quelque peu. Après tout, ce film est basé sur des événements historiques, absolument pas récents, mais toujours très actuels. Le propos du film est toujours inquiétant de nos jours. J'en arrive à une seconde évidence. C'est un film de Christopher Nolan. Encore une fois, c'est très bien réalisé. Le film est magnifique visuellement, avec une très belle photographie, quelques images avec des effets forts réussis, ayant une certaine poésie évocative, une utilisation intéressante de la couleur, une partie du film étant en noir et blanc pour séparer des continuités, créant un effet tout à fait intéressant et utile narrativement, une bande-son fort réussie, quoique possiblement confuse, si je me réfère à certains avis que j'ai entendus pour la compréhension des dialogues en version originale, je dois avouer honteusement que par paresse, j'ai vu le film doublé en français. J'étais fatigué et ça dure tout de même 3 heures. Quoique les 3 heures m'ont semblé passer assez vite. Le jeu de... Est-ce que tu as vu le film en salle? Ou... Non, je l'ai vu en Blu-ray. En Blu-ray, ok. Zut, je n'ai pas noté le nom de l'acteur. Donc, le jeu de l'acteur qui joue le rôle d'Oppenheimer est excellent, imitant assez bien l'apparence que se donnait le vrai Oppenheimer, tout en donnant une certaine émotion, une certaine couleur au personnage, tout en restant dans la subtilité. Une belle brochette de bons acteurs pour tous les autres non-bleus rôles, une reconstitution incroyablement crédible de l'époque avec les décors qui donnent vraiment l'impression d'être les lieux réels, les costumes, les accessoires. C'est vraiment une très grande réussite technique et je dirais même plus narrative et artistique. Par contre, si c'est très bon, je dois avouer que ce n'est pas nécessairement une claque comme la bande dessinée La Bombe m'a donné. Vu le format du livre, une claque qui fait mal. Quel genre de claque tu veux dire quoi? Je veux dire, une claque dans le sens symbolique, ça te frappe. Ah, ok. Et si tu te fais frapper par cet album de bande dessinée-là, ça fait mal parce qu'il est gros. Ah. Mais ça reste un film tout à fait passionnant, excellent. J'ajouterais que les suppléments de l'édition Blu-ray sont assez intéressants. Le making-of, bien qu'un peu trop consensuel, sans doute participant à la promotion du film, est tout de même assez informatif et il y a même un documentaire sur Oppenheimer, l'homme. Bon, je présume que ce documentaire a été fait aussi pour la promotion du film. Après tout, on y interviewe même un peu Christopher Nolan. Mais si quelques rares moments du documentaire m'ont semblé jouer un peu trop sur des effets dramatiques, c'est un documentaire qui me semble très réussi, intéressant, permettant de compléter admirablement le film de Nolan. Pour ceux qui s'en souviennent ou qui ne s'en souviennent pas, je donne une note sur 5. Un 5 étant un chef-d'œuvre, un 4 étant une œuvre incontournable, un 3 étant un divertissement honnête, un 2 étant une œuvre moyenne, un 1 étant une œuvre mauvaise, un 0 étant une nullité absolue telles que les pannes continuelles du REM. Donc, je donnerais à Oppenheimer une note de 3 sur 5. C'est un divertissement excellent, très réussi. Ok. J'en reviens maintenant à Tchernobyl. Cette mini-série en 5 épisodes, produite pour HBO,
raconte les événements de la catastrophe de Tchernobyl. La série ne s'intéresse pas tant aux événements qui ont provoqué l'incident, même s'il en est éventuellement question avant la fin. On commence directement avec la situation entamée, en plein quand c'est la catastrophe. Le style me semble plutôt froid et clinique, jouant assez peu dans l'émotivité et les effets dramatiques, ce qui est à mon avis la meilleure manière de traiter un tel sujet, de ne pas suivre le schéma classique des films catastrophes à grand déploiement. La série utilise bien quelques effets spéciaux à certains moments, mais c'est fait très subtilement, me semble parfaitement bien évoquer de manière crédible les événements sans chercher à exploiter le spectaculaire. C'est très bien fait avec un jeu subtil mais efficace des acteurs, avec une photographie et un son qui marchent très bien avec le style. On n'a pas la magnificence d'un film de Christopher Nolan, mais c'est une bonne chose. De toute manière, les deux offrent un sujet fort différent, malgré le sujet nucléaire en fond, l'un découlant de l'autre en quelque sorte. Nous avons une reconstitution des événements qui me semble très réussie, juste suffisamment dramatique et spectaculaire pour que l'on s'intéresse au sort des personnages. On ressent l'intensité du drame très fortement tout en restant dans la subtilité. La seule chose qui me semble étrange est le choix pour une production qui semble vouloir faire dans la subtilité d'utiliser un format d'image 2:1 plus widescreen que les téléviseurs widescreen, un format hybride entre le classique 16:9 et le plus spectaculaire 2:35:1. Cinémascope, aussi appelé ridiculement de Panavision, format hybride utilisé ici pour une production télévisuelle et non pas cinématographique, malgré une photographie qui évite justement d'être léchée, un choix étrange, mais qui n'empêche bien sûr pas la série d'être excellente. Le peu d'effets à la série donne l'opportunité de saisir la pleine ampleur des événements et de se plonger dans cette situation terrible dans un climat politique plein de tensions, une mini-série vraiment excellente auquel je donnerais une note de 4 sur 5. C'est une œuvre qui se démarque et oui, j'ai préféré cette mini-série au film Oppenheimer, malgré que le film Oppenheimer soit excellent. Très bien. Au revoir pour le prochain épisode des Nous. Fini? Ouais.